Bonjour et bienvenue dans ce webinaire d'Info ou Mytho, la chaîne YouTube d'éducation aux médias et à l'information de Milan Presse. Le cyberharcèlement, c'est un phénomène qui touche en France 22% des collégiens, 29% des lycéens. Pour en parler avec nous, Véronique Béchu, directrice de l'Observatoire des violences numériques faites aux mineurs au sein de l'association e-Enfance 3018, qui lutte depuis 20 ans pour protéger les enfants et les ados des dangers d'Internet. Véronique, bonjour. Bonjour. Alors, vous avez été commandante de police, vous collaborez depuis longtemps avec e-Enfance 3018 et vous avez pour mission d'anticiper les nouvelles menaces numériques et de chercher à renforcer les politiques publiques dans ce domaine. C'est exactement ça. Alors, pour commencer, on peut peut-être se demander ensemble ce qu'est exactement le harcèlement et pour ça, on va regarder une petite vidéo. À quoi ça sert? Ça veut dire quoi ça? Pourquoi c'est comme ça? C'est où? C'est qui lui? Un jour, une question. C'est quoi le harcèlement à l'école? En France, plus d'un élève sur 10 est victime de harcèlement à l'école. C'est un phénomène très grave qui touche les élèves dès la primaire, au collège, voire au lycée. Le harceleur choisit sa victime parce qu'elle paraît différente. Physique, origine, résultats scolaires. Il exerce sur elle une violence répétée qui peut s'exprimer de plusieurs manières. Elle peut être physique, avec un élève que l'on bat ou bouscule régulièrement, et verbale ou psychologique, quand elle prend la forme de menaces ou d'insultes à répétition. Cette violence peut se poursuivre en ligne, via les réseaux sociaux, avec des injures, des intimidations ou la publication de photos humiliantes. La victime n'est jamais tranquille, et dans les cas extrêmes, elle peut même se suicider. En général, la victime n'est pas en mesure de se défendre dans cette situation et aura tendance à changer de comportement et à s'isoler. Et ceux qui sont témoins participent en encourageant l'auteur ou en restant passifs, alors qu'ils pourraient défendre la victime ou signaler l'agresseur. Le plus souvent, la victime a peur des représailles si elle parle. Aujourd'hui, le personnel de l'éducation nationale ainsi que des élèves ambassadeurs sont formés pour lutter contre le harcèlement. De plus, un numéro d'aide unique a été mis en place. Alors, que tu sois victime ou témoin, n'hésite pas et appelle le 3018. Tu te poses des questions? Envoie-les-nous. Et nous, on y répond. Voilà, alors est-ce que, Véronique, cette vidéo résume bien selon vous la situation? Alors tout à fait, cette vidéo est un exemple parfait de ce qu'est la définition du harcèlement. Effectivement, il commence par des violences verbales, physiques, psychologiques, parfois aussi et de plus en plus par un partage non consenti d'une image ou d'une vidéo qui met en scène souvent sexuellement un mineur. On s'aperçoit aussi, et c'est évoqué vraiment filigrane dans cette vidéo, que la frontière est extrêmement ténue entre le harceleur et le harcelé, et souvent d'ailleurs il y a une porosité et un enfant qui peut être victime passe du côté des harceleurs ou vice-versa, et ça c'est extrêmement compliqué pour un enfant aussi de pouvoir définir son positionnement dans une situation de harcèlement, et c'est en ça que la prévention au harcèlement est importante. Et d'ailleurs on estime qu'à peu près 40 à 50% des enfants qui sont harceleurs ont été eux-mêmes harcelés précédemment. Donc c'est pour vous montrer que la frontière est vraiment très poreuse. Mais la vidéo est extrêmement bien faite, oui. Merci, on va y revenir tout à l'heure. Le harcèlement physique, en tout cas, on voit que ça se passe souvent dans un milieu scolaire. Est-ce que c'est uniquement dans un milieu scolaire ou les enfants peuvent y être confrontés ailleurs? Alors pas du tout, en fait c'est là où sont les enfants en groupe. Donc bien évidemment, à l'école, c'est le lieu où ils sont le plus souvent ensemble, mais ça peut être aussi dans les clubs de sport, dans les activités extrascolaires, donc dans son conservatoire de musique, dans son club de théâtre. Ce peut être aussi en colonie de vacances ou en centre de loisirs, dans les activités périscolaires. Donc franchement, le harcèlement, c'est là où il y a eu une agglomération d'enfants et de possibilités d'interagir ainsi. D'accord. Donc on le disait, depuis quelques années, le harcèlement, ça ne se passe plus uniquement dans le monde physique, ça peut être aussi très souvent en ligne, et on parle alors de cyberharcèlement. Est-ce que vous pouvez le définir? Alors le cyberharcèlement, c'est le fait d'avoir cette répétition d'actions
qu'elles soient verbales, de comportements, d'envoi de photos, etc., d'insultes, de commentaires désobligeants via ces réseaux sociaux, ces jeux en ligne. C'est exactement la même chose qu'en réel, mais en utilisant un moyen de communication électronique, quel qu'il soit. D'accord. Est-ce que c'est moins grave? Parce qu'on se dit, bon, il n'y a pas forcément de coup, du coup, on n'est pas frappé. Mais est-ce que c'est pour autant moins grave que le harcèlement physique? Alors, c'est pas du tout moins grave, c'est la même chose. En fait, c'est vraiment le phénomène de harcèlement, qu'il soit hors ligne ou en ligne, qui est grave, avec cette différence que quand on est en ligne, il y a une constance, une permanence que parfois on n'a pas dans le harcèlement dans la vie réelle, parce que une fois qu'on a quitté ces harceleurs, qu'on n'est plus au contact des harceleurs dans la vraie vie, on a cet espace de respiration qu'on n'a pas en matière de cyberharcèlement, parce que les enfants ont leur outil numérique avec eux tout le temps. Et donc, quand ils rentrent à la maison, quand ils sont dans un lieu sécurisé, le harcèlement continue parce qu'ils ont des notifications en permanence de ce qu'ils vivent, ils ont des insultes et des commentaires désobligeants en permanence. Il faut qu'ils s'astreignent dans ces cas-là à eux se déconnecter, poser leur outil numérique, le mettre loin d'eux, de manière à pouvoir avoir cet espace de respiration qu'on a quand on quitte le lieu physique où on est harcelé. Bien sûr. Il y a plusieurs types de cyberharcèlement. Je crois que par exemple, on parle de cyberintimidation. Est-ce que ça, vous pouvez nous le définir un peu plus précisément? Oui, alors c'est vraiment des sous-catégories de cyberharcèlement. C'est le comportement est le même, c'est juste le moyen qu'on utilise qui n'est pas le même. En fait, dans la cyberintimidation, on va essayer de faire peur, on va créer des angoisses, on va aussi tenter d'exclure et d'humilier l'enfant par des commentaires, etc. Donc c'est comme du cyberharcèlement, mais avec un mobile et puis des moyens qui sont très dirigés comme ça sur la peur, l'angoisse et l'humiliation. D'accord. Et évidemment, il y a ce qu'on appelle le cyberharcèlement sexuel. Là encore, c'est un sous-groupe du cyberharcèlement, et le cyberharcèlement sexuel, c'est utiliser des contenus sexuelle de l'enfant pour exercer ce harcèlement en ligne. Donc, c'est ce que j'indiquais tout à l'heure, c'est l'utilisation d'un nude, donc cette image que l'enfant aura prise de lui et qu'il aura envoyée de manière consentie à un ami, et cet ami l'utilisera de manière malveillante par la suite. Donc, il y a ces images ou ces vidéos, parfois, on peut faire aussi des vidéos, et qui sont partagées de manière non consentie ensuite et à la base d'un harcèlement. Donc, on appelle ça du cyberharcèlement sexuel, mais encore une fois, le phénomène est le même. Oui, je vois. Donc on va regarder une nouvelle petite vidéo autour justement du cyberharcèlement. À quoi ça sert? Ça veut dire quoi ça? Pourquoi c'est comme ça? C'est où? C'est qui lui? Un jour, une question. Pourquoi parle-t-on autant du cyberharcèlement? Le harcèlement est une violence qui se répète. Il peut s'agir d'insultes, de menaces, de moqueries, de mises à l'écart, de coups, de gestes déplacés. Souvent, cette violence continue sur Internet. Messages, likes, partages, photos, vidéos. On parle alors de cyberharcèlement. La victime n'a aucune pause. Les messages haineux arrivent sur son téléphone, où qu'elle soit, même le soir, la nuit et le week-end. On parle beaucoup de ce problème parce qu'il touche de nombreuses personnes, des adultes et aussi des enfants. En moyenne, en France, 4 élèves par classe ont déjà vécu du cyberharcèlement. Cela a de graves conséquences. Ils ont peur, se sentent seuls, perdent confiance en eux. Ils n'arrivent plus à étudier ni à s'amuser. Certains sont tellement tristes qu'ils n'ont plus envie de vivre. Est-ce qu'on peut lutter contre cela? Oui, les victimes et les témoins peuvent en parler à des adultes de confiance. Pour se donner du courage, ils peuvent y aller avec des amis. Ces adultes les aideront à mettre fin au harcèlement et à faire supprimer les messages haineux. Les enfants peuvent aussi appeler le 3018 pour avoir des conseils d'experts. Toute forme de harcèlement est interdite par la loi. Les victimes peuvent aller porter plainte auprès de la police avec leurs parents. Il y aura une enquête et les coupables seront punis. Tu te poses des questions? Envoie-les-nous et nous, on y répond. Donc, est-ce que le cyberharcèlement sexuel, ça touche tout le monde, les filles comme les garçons, ou plus l'un que l'autre? Alors,
faut savoir qu'en matière de harcèlement sexuel ou de violence sexuelle, qu'elle soit en ligne ou hors ligne, ça touche tous les genres, c'est-à-dire que filles, garçons, de manière à peu près équivalente, sont potentiellement victimes de ce type de fait. Donc c'est quelque chose qui est global. On soit majeur ou mineur, on peut être cyberharcelé sexuellement, et quand on est une fille ou un garçon, on peut être cyberharcelé sexuellement. Est-ce que c'est un phénomène en augmentation? Est-ce qu'on observe plus de cas d'année en année? Alors oui, mais c'est du fait de la popularisation d'Internet, du fait que Internet maintenant est dans tous les foyers et majoritairement utilisé de plus en plus par des enfants, de plus en plus jeunes. On a des enfants qui sont ultra connectés tout petits, et en fait, à partir du moment où on a un outil numérique, on risque de subir ce type de comportement. Donc de fait, oui, il y a une augmentation parce qu'il y a une augmentation d'utilisateurs d'Internet. D'accord. Est-ce qu'il y a un moyen objectif de déterminer quand commence le cyberharcèlement? Ce qui différencie le harcèlement de, par exemple, de blagues un peu lourdes entre copains sur une boucle WhatsApp? Alors, la blague un peu lourde sur la boucle WhatsApp, déjà, faut savoir qu'en fonction de ces blagues, et si elles sont dirigées vers une même personne, et si cette personne le vit mal et l'a exprimé ou ne l'a pas exprimé, parce que c'est extrêmement compliqué de l'exprimer, ce peut être déjà un début de harcèlement. D'accord. Donc, il faut faire très attention, d'une part, à ces blagues un peu lourdes, comme vous dites, sur les groupes WhatsApp, parce que ça peut être très mal vécu. D'autant plus que souvent, elles finissent par être dirigées sur une seule et unique personne. Et c'est là que débute le cyberharcèlement. Il faut vraiment avoir conscience que le cyberharcèlement est envisagé non pas en fonction des personnes qui envoient ces contenus, insultes, vidéos, etc., mais du point de vue de la victime. Oui, C'est d'accord. très important de rappeler que le cyberharcèlement, comme le harcèlement scolaire, il est vu en fonction de uniquement, et le droit le dit, hein, de la victime. C'est-à-dire qu'à partir du moment où la victime reçoit de manière répétée, plusieurs commentaires désobligeants, injures, blagues lourdes, comme vous dites, mais c'est jamais des blagues lourdes. Eh ben, on va considérer que la personne est cyberharcelée. D'accord. Alors que si ça se trouve, les individus, chacun en face, n'ont envoyé qu'un seul message. Oui. Et donc, eux-mêmes ne se considèrent pas comme des harceleurs parce qu'ils ont envoyé une blague lourde, un message qui peut être un peu méchant, mais ils vont se dire « mais non, j'ai pas harcelé ». Mais si, parce que la victime, elle en a reçu plusieurs. Et on peut le déterminer en fonction du vécu de la victime. Si la victime commence à ne plus répondre, à ne plus interagir, si elle se met à s'isoler, même en ligne, il y a un isolement qui est possible, là, posez-vous la question de si ça se trouve, elle n'est pas d'accord avec ce qui se passe, elle ne l'exprime pas. Donc, il faut peut-être repenser notre mode de fonctionnement. D'accord. Alors, si j'ai un doute ou je suis dans une situation où des commentaires qui me sont faits me blessent, qu'est-ce que je peux faire? Est-ce que je dois le dire aux personnes en question? Est-ce que je dois chercher de l'aide extérieure si je n'y arrive pas, si je n'arrive pas à m'exprimer? Alors, évidemment, la première chose qu'on dit aux gens, c'est d'en parler. Ouais. De ne pas rester seul avec ce mal-être, avec cette situation problématique. On sait s'auto-évaluer quand on va mal. En fait, le premier conseil à donner, c'est « je ne me sens pas bien, il faut que je l'exprime ». Quelle que soit la personne à qui je l'exprime, ça peut être un parent, mais je sais que c'est souvent compliqué, une autre personne de confiance, un autre adulte, comme son prof, un instituteur, son coach sportif, etc. Après, encore une fois, on est souvent honteux, on culpabilise parce qu'on se dit qu'on est soi-même à l'origine de la situation de cyberharcèlement. Et donc, c'est très compliqué. Et donc, dans ces cas-là, eh ben, vous avez d'une part l'application 3018 que les enfants peuvent télécharger sur leur téléphone. Et à l'intérieur, vous avez un quiz pour s'auto-évaluer, savoir est-ce que je suis harcelée déjà? Est-ce que cette situation est une situation de harcèlement qui nécessite que je
je dise que je suis harcelée. Donc, première chose. Et si vraiment on a des doutes, si on ne sait pas comment se situer, il faut soit chatter, soit appeler le 3018. Il y a des professionnels, des psychologues, des juristes qui vont aider la personne à qualifier sa situation, à en faire le tour, à réussir à savoir vers qui s'adresser pour expliquer ce qu'on vit. Et puis nous, on est là aussi à e-enfance, au 3018, pour pouvoir signaler les faits aux institutions. Donc ça peut être à l'établissement scolaire, ça peut être à l'établissement, au club de sport, ou encore une fois, si c'est des cyberharcèlements qui sont extrêmement graves, aux plateformes du net et au procureur de la République. Parce que, encore une fois, ce sont des faits pénalement répréhensibles, c'est une infraction. D'accord. Est-ce que vous pouvez nous donner des cas concrets de personnes, d'adolescents cyberharcelés qui ont pu s'en sortir, qui ont pu mettre fin à cette situation? Alors, des cas concrets, mais c'est très facile. On en a tous les jours sur la plateforme du 3018. C'est souvent des enfants qui appellent ou qui chattent en disant, voilà, moi j'ai des copains, j'arrive pas à dire ce qu'ils sont en train de me faire, mais ils sont méchants avec moi. Il y a des petits qui appellent, hein. Ils sont méchants, ils m'insultent, ils me frappent. Et comme on est dans un groupe WhatsApp pour l'école, et ben ça continue et ils sont toujours en train de se moquer de moi. Ils arrivent même pas à qualifier l'agissement comme quelque chose de grave. Pour eux, ce sont des moqueries. Et donc, régulièrement, on qualifie cette infraction. On leur dit que c'est du cyberharcèlement, que c'est grave et qu'on va signaler les faits à l'école et qu'on va signaler les faits quand il y a du partage de contenu aux plateformes pour faire supprimer les contenus qui circulent et qui concernent l'enfant. Et puis qu'on est là pour trouver des solutions en accord avec l'enfant, pour en parler aux parents, etc. C'est tous les jours ce type de situation, tous les jours. On a eu par exemple des situations d'adolescents, donc au collège, qui avaient fait des nudes et qui ont fini par ils se sont pris en photo, partiellement ou complètement dénudés, en envoyant ces contenus à des amis, et qui se sont retrouvés à voir ces photos circuler dans les groupes de classe ou sur leurs réseaux sociaux, etc. Et cette problématique de partage de contenu, c'est que ça va rester toujours sur Internet et que ça va sortir régulièrement et que les enfants ont très peur de ça. Ont très peur même si vous supprimez les contenus, ils vont à un moment donné ressurgir et je vais subir de nouveau des situations problématiques. Donc, nous, on leur dit, on va faire supprimer les contenus sur les plateformes, on va dénoncer les faits parce que là, c'est du partage de non consenti de contenu sexuel, donc c'est vraiment une infraction extrêmement grave. On va le signaler au procureur de la République et souvent il y a des enquêtes et souvent les mineurs sont identifiés, mais les personnes utilisant aussi par ailleurs les contenus, les ayant récupérés, qui sont parfois des adultes et qui exercent aussi du cyberharcèlement sur ces mêmes enfants, en ayant pour base ces contenus, vont aussi faire l'objet d'une enquête. Donc c'est extrêmement important de faire passer le message qu'à partir du moment où on a un contenu qui circule, à partir du moment où on est cyberharcelé, il faut signaler pour que la situation s'arrête avant qu'elle ne s'aggrave, parce qu'avec la problématique d'Internet, c'est que ça va toujours aller de mal en pis et qu'il faut stopper rapidement on peut pas cette juste l'ignorer. dynamique du harcèlement. Voilà. Et si je suis témoin, sans être victime de cyberharcèlement, je suis témoin, j'ai un camarade qui se fait harceler ou qui n'a pas l'air bien, qu'est-ce que je peux faire? Alors, les conseils que l'on donne aux victimes sont les mêmes pour les témoins. En fait, le témoin, et on sait la position très problématique que peut avoir le témoin, parce que souvent il a peur de représailles pour avoir parlé, etc. Et ça, on l'entend parfaitement. Mais il faut qu'il réussisse à faire la balance entre « je vais aider un copain », parce que je vois qu'il est dans une situation problématique, et est-ce que moi, ça va me porter préjudice ? Si on laisse pourrir la situation, ça peut être le risque. Par contre, si on joue le rôle de témoin et qu'on parle immédiatement de ce qui se passe, la situation va s'assainir très rapidement et il n'y a pas ou peu de risque
d'être soi-même l'objet d'un harcèlement. Donc, il faut parler. Le témoin, il est là pour parler parce que souvent, c'est la victime n'arrive pas à lui extérioriser ce qu'il vit parce qu'il est englué dans son mal-être. Le témoin est un peu à distance de ce qui se passe. Il constate, il voit, mais il n'est pas physiquement impliqué ou cyber impliqué. Et son rôle, c'est d'aller en parler à un adulte ou de contacter encore une fois le 3018. On a tous les jours des copains qui appellent en disant « j'ai un ami qui subit ça ». Voilà, je n'arrive pas à le dire autour de moi, donc j'ai appelé le 3018 pour vous le dire, pour que vous puissiez faire quelque chose. Donc c'est aussi un bon moyen, appelez le 3018 et on verra ensemble comment régler la situation et aider l'enfant qui est cyberharcelé. Alors, vous le disiez tout à l'heure, on n'a pas toujours conscience d'être un harceleur, de se retrouver dans la situation de harceler un copain. On pense parfois simplement faire une mauvaise blague. Qu'est-ce qu'on peut dire à un adolescent qui regarderait cette émission et qui se dit « bon, ça va, c'est pas si grave ce que je fais ». Alors, c'est extrêmement grave. Pourquoi? Parce qu'en fonction… alors déjà, la e-réputation est quelque chose d'important pour les jeunes à l'heure actuelle. Et je pense que ce harceleur ou aurait exactement la même réaction de se dire « Ah, mais moi, si ma réputation était mise à mal, comment je réagirais ?» Donc, c'est grave. 2, ça a des conséquences extrêmement importantes sur le développement de l'enfant, qu'il soit ado ou très jeune, c'est-à-dire que ça entache l'estime de soi-même, la confiance en soi, on vit en permanence dans l'angoisse. Quand en plus il y a du cyberharcèlement avec du partage de contenu, on a toujours peur que cette image ressurgisse ou cette vidéo ressurgisse et qu'on se retrouve de nouveau dans une situation de harcèlement. Quand les contenus à caractère sexuel circulent, on peut aussi faire l'objet de prédation de pédocriminels. Donc ça, c'est un risque qui existe et qui est extrêmement prégnant. Il faut vraiment en avoir conscience. Donc, c'est la globalité de l'acte avec les conséquences que ça peut avoir sur la victime, les témoins, mais aussi quand on est harceleur. On doit grandir avec le fait que quand j'étais plus jeune, j'ai fait du mal à d'autres personnes. Et encore une fois, c'est une infraction. Donc, c'est pour le harcèlement classique, c'est 2 ans de prison. Le cyberharcèlement, c'est 3 ans de prison. Et on peut avoir aussi des conséquences au niveau scolaire. On peut faire l'objet d'un conseil de discipline, être renvoyé de son établissement scolaire. Enfin, il y a beaucoup aussi pour le harceleur de conséquences. Il faut vraiment y penser. Voilà. Alors, est-ce que le fait de passer pour en ligne un petit peu le cadre, parce que je drive un peu le groupe et c'est moi qui ai des petits jeunes sous ma coupe pour faire du harcèlement sur d'autres enfants, etc. Ça vaut le coup, avec toutes les conséquences pour soi-même. Ça, c'est une réflexion à avoir. Et puis, je pense qu'il y a d'autres moyens de communication entre jeunes que d'aller se cyberharceler d'autres jeunes. Voilà. Quand on a un problème et qu'on peut ne pas aimer quelqu'un, c'est un fait. Mais dans ces cas-là, on ne le cyberharcèle pas, on reste juste loin de lui et puis on développe d'autres groupes d'amitié avec d'autres personnes. Et puis c'est tout. Enfin, c'est un comportement qu'il ne faut plus avoir. Est-ce qu'il y a des moyens de prévenir le cyberharcèlement, d'éviter d'être la cible, d'être victime de ce genre de comportement, ou est-ce que ça peut vraiment toucher absolument n'importe qui, quel que soit notre comportement au préalable? Alors, déjà, il faut être informé que ça existe. Il faut faire l'objet d'une sensibilisation, et c'est d'ailleurs le rôle du 3018 de pouvoir aller dans les classes dès le primaire pour expliquer ce que c'est que le cyberharcèlement et comment se prémunir du risque d'être cyberharcelé. Parler du harcèlement à l'école, en famille ou sur les réseaux sociaux, c'est aussi un bon moyen de connaître ce phénomène et de ne pas devenir soit victime, soit harceleur. Voilà, parce que moi, je vois toujours ça par les deux bouts. C'est extrêmement important.
Et puis, je pense qu'il faut encourager la parole, c'est-à-dire que dès qu'on sent qu'il y a une situation problématique, avant que ça ne dégénère, il faut en parler, il faut en parler, il faut exprimer. Et puis, il faut impérativement dire aux victimes ou aux témoins, tu n'es pas seul, parle-en, on est là pour t'aider, et il faut vraiment faire passer le message que quand on ne peut pas en parler à son entourage, il y a des structures qui sont faites pour ça, et donc le 30-18, l'association e-enfance est vraiment, elle a été créée pour ça, en fait. Ouais. Donc, autant que les jeunes l'utilisent autant qu'ils peuvent. Donc il y a ces outils, le 30-18 dont vous parliez. Est-ce qu'on pourrait imaginer d'autres moyens techniques, purement techniques, pour venir à bout de ce phénomène? Alors, venir à bout, le risque zéro n'existe pas, mais c'est certain qu'avec le développement des outils d'intelligence artificielle, je pense que si les plateformes implémentaient de tels outils de détection de comportements en ligne qui puissent être qualifiés de harcèlement, ils pourraient eux-mêmes détecter dès le début d'un comportement à risque des situations problématiques. Par exemple, la répétition de certains mots, le fait que des messages soient adressés en masse, majoritairement à un profil sur les réseaux sociaux ou à une personne sur un groupe. Enfin, il y a vraiment maintenant, avec l'intelligence artificielle, on peut tout faire. Donc, si on voit de la circulation de contenu avec des commentaires, etc., qui sont attentatoires et préjudiciables à l'enfant, qui est visé, ça aussi, ça peut être détecté. Donc oui, les nouvelles technologies, mais là encore, il faut que les plateformes du net soient acteurs et proactifs, puissent être, je pense, développées pour faire en sorte que les situations de cyberharcèlement soient moins nombreuses et soient plus vite détectées. Très bien, effectivement, on peut le souhaiter et ce sera le mot de la fin parce que nous arrivons à la fin de ce webinaire. Merci beaucoup Véronique Béchu d'avoir été avec nous pour répondre à nos questions. Je rappelle que si vous êtes victime de cyberharcèlement, le bon réflexe, c'est de ne pas affronter ça tout seul. Vous pouvez en parler à un adulte de confiance et surtout contacter e-enfance au 3018. C'est le numéro anonyme et confidentiel pour signaler toute situation de harcèlement et assurer une prise en charge globale et rapide du problème. Merci de nous avoir suivis et à très bientôt sur notre chaîne Info ou Mytho.